Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour votre nouvelle émission basée sur la redevabilité des acteurs humanitaires au Mali. Et bien sûr, je ne serai pas seule comme d'habitude, je serai avec Attaher. Bonjour, bonjour Dodo. Bonjour Attaher. Et pour ce deuxième numéro, nous serons avec un nouvel invité, Madame Maclean Natougacha, directrice pays du Conseil norvégien pour les réfugiés au Mali. Oui, parlons du portrait de notre invitée. Elle est titulaire d'une licence en communication et littérature anglaise obtenue à l'université Makerere de Kampala. Notre invitée du mois a cumulé une expérience de plus de 18 ans dans le monde de l'humanitaire. Elle a servi entre autres en Ouganda, au Sud-Soudan, au Bangladesh, au Nigeria, avant de venir au Mali où elle exerce en tant que directrice pays du Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC. Spécialisée en planification et gestion de projets, Madame Maclean Natougacha, et qui veut dire dans sa langue, elle est importante pour nous, également certifiée en leadership humanitaire à l'université d'Iken en Australie. Dotée d'un grand leadership, elle fut successivement coordinatrice terrain en République centrafricaine, coordinatrice principale des programmes et directrice adjointe des programmes au Nigeria. Madame, bonjour, Madame Maclean Natougacha, bienvenue, bienvenue. Et puis, est-ce que ce portrait, il est complet? Merci beaucoup, c'est bien complet, merci. Et ça me fait plaisir pour savoir que vous avez déjà appris quelque chose dans ma langue. Ça, c'est très important et c'est complet. Et le plus important, c'est de dire que je suis tellement heureuse d'être ici et de travailler au Mali, là où j'ai goûté le bon sens d'accueil et les coutumes qui me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Pouvez-vous nous parler de votre organisation avant que nous n'avancions dans l'émission? Qu'est-ce que NRC et comment intervenez-vous au Mali? Très belle question, merci beaucoup. Le Conseil norvégien pour les réfugiés, c'est au Mali depuis 2013. Cette année, ça sera 10 ans. On est ici avec des actions humanitaires. Cette organisation a commencé, bien sûr, en Norvège en 1946. Et à ce jour-là, on est dans 34 pays. Et en même temps, nos actions, c'est quoi? C'est une organisation internationale, c'est non-gouvernemental, à but non lucratif. Le Conseil norvégien font des différentes actions dans les domaines comme éducation, abri, eau, assainissement, hygiène, les mécanismes de réponse rapide. Aussi, on fait dans les domaines comme moyens d'existence, sécurité alimentaire et aussi d'accompagner des enfants d'accès aux actes de naissance et aussi des adultes aux cartes à identité nationale. Dans l'ensemble, ça c'est des conseils norvégiens et aussi au Mali, on est présent ici à Bamako, c'est un bureau de coordination, mais on est les équipes qui amènent toutes ces actions que je viens de détailler à Gao. Vous allez nous retrouver à Menaka, on est à Mopti, à Tombouctou, à Ségou et Kolikoro. Et aussi dans quelques endroits, on est le petit bureau à antenne comme à Tenenkou, à Koro ainsi qu'à Genève. Merci beaucoup. Et dans le cadre de toutes ces interventions que vous faites, dans le cadre de toutes ces actions que vous menez dans toutes les régions du Mali ou presque, quelle conception faites-vous de la redevabilité? C'est un aspect très important pour nous et on fait beaucoup d'investissements aux soins de redevabilité. Pourquoi on le fait? Parce que pour être ici, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. On travaille et parle avec beaucoup de partenaires et aussi des participants qui viennent dans nos différentes actions. La redevabilité à notre niveau, c'est de rendre compte à tout le monde, de travailler dans le respect et la confiance de chacun à nous. Et pour nous, ce n'est pas uniquement ici au Mali, mais on a décidé de s'assurer qu'il y a un département qui s'occupe de tous ces aspects en produisant beaucoup d'outils pour accompagner l'équipe. Et tout à l'heure, je vais aussi exprimer les différents canaux qu'on utilise dans l'aspect redevabilité. En même temps, je dois dire aussi qu'on a le code de conduite. Tous les staffs qui viennent chez nous
on devrait aussi les parler, de remontrer quel est notre code de conduite. Aussi, en plus des mécanismes d'écoute information de la communauté, on a les différents départements pour nous accompagner, comme le département de conformité et risque. Pourquoi? C'est de s'assurer qu'on ait toutes ces outils, on doit se conformer pour s'assurer qu'on est redevable. Toutes les outils sont là, on écoute les populations et puis tous les feedbacks et les commentaires nous aident à améliorer les qualités d'assistance qu'on amène dans les différentes parts de ce pays. Si nous comprenons bien le mécanisme, il y a un département spécialisé qui est dédié uniquement à la redevabilité au sein du Conseil norvégien pour les réfugiés. Absolument, c'est bien compris. Et le département s'appelle MAKE, ça veut dire le mécanisme d'écoute, information de la communauté. Et ce mécanisme aussi, on est le staff recruté pour s'assurer. Qu'est-ce qu'il faut ces équipes? On a les différents mécanismes. Par exemple, on a un numéro vert. Quand vous allez nous appeler, c'est ces équipes qui vont reprendre vos appels pour enregistrer votre appel et aussi votre intervention. Les numéros sont quoi? Je peux partager même à ce moment. On est 80 00 20 à 22 30. Je répète, le premier numéro c'est 80 00 22 30. Et le deuxième numéro que vous pouvez nous appeler c'est 80 00 22 31. Vous allez aussi constater pour ceux qui ont tenté de postuler dans toute notre description, tous nos appels de travail, on inclut aussi une email adresse, vous pouvez contacter. Si vous avez déjà signé un contrat avec nous en tant qu'un fournisseur, vous allez voir dans le contrat, on met tous ces mécanismes là où vous pouvez nous contacter. On a aussi les plaques. Quand vous allez dans les différentes écoles, là où on amène les actions d'éducation, vous allez constater qu'on a les plaques, aussi on a les boîtes à suggestions. En plus de cela, nos équipes, pas uniquement d'équipes qui travaillent dans ce département de MAKE, on a aussi les autres staffs des programmes, on les donne les responsabilités d'organiser les focus group pour parler aux populations, pour recueillir toutes ces informations qui vont nous aider de savoir quels sont les points à notre niveau et aussi les plaintes à gérer. Alors, nous avons eu un aperçu quand même de tout le mécanisme mis en place au sein du Conseil norvégien pour les réfugiés. Nous allons avoir à présent l'occasion de le découvrir à travers un reportage qui a été réalisé par l'équipe communication de AMSOD dans les différentes interventions de l'organisation. Suivez avec nous. Le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, est une organisation humanitaire indépendante qui aide les personnes contraintes de fuir. Présente dans plus de 40 pays, cette organisation travaille sur des crises nouvelles et prolongées à travers 6 domaines: la sécurité alimentaire, l'éducation, le logement, l'assistance juridique, la protection contre la violence et l'eau, l'assainissement et l'hygiène. NRC utilise le terme MEC, mécanisme d'écoute et d'information de la communauté, pour désigner son mécanisme de retour d'information ou de redevabilité. Le mécanisme de redevabilité s'articule autour de 3 axes, à savoir le partage d'informations, la participation et la gestion des plaintes. L'organisation partage aux populations affectées aux différents groupes qui en font partie des informations accessibles, claires, fiables et appropriées au contexte sur les programmes mis en œuvre, leurs droits, ainsi que les procédures ou décisions liées au programme. Je connais très bien NRC. Je ne peux pas citer tout ce qu'ils nous ont apporté. Je suis très heureux de ce qu'ils ont fait pour les pauvres populations. Ils ont donné des toits à ceux qui étaient sous le soleil. Ils ont donné à manger à ceux qui avaient faim. Néanmoins, j'aimerais qu'ils apportent plus d'assistance aux nouveaux venus.
Ils ne nous ont jamais fait des distributions sans nous donner le numéro vert, en nous demandant de ne pas hésiter à appeler en cas de plainte ou de remerciement. Mais je ne connais pas leur langue pour le faire. Donc je garde toute la reconnaissance que je leur porte en moi. Je ne pourrais leur en faire témoin que s'ils viennent me le demander eux-mêmes. La redevabilité, c'est le devoir de rendre compte. Ça peut être défini aussi comme le fait vraiment d'impliquer tous les acteurs, les parties prenantes de nos projets dans la prise de décision. Voilà. Et recevoir leur impression sur nos activités pour pouvoir améliorer nos interventions, nos procédures et travailler dans la transparence. Voilà. À Tamani, dans la région de Koulikoro, NRC a mené une évaluation multisectorielle rapide des besoins. Après chaque évaluation, l'équipe prend le soin de partager des contacts sur lesquels les bénéficiaires peuvent appeler pour relayer des plaintes ou des recommandations. Dans le cadre de la redevabilité, nous sommes en train d'échanger, de sensibiliser la communauté et les bénéficiaires par rapport à notre système de redevabilité. Nous sommes en train de les remettre des adresses et des numéros verts en charge pour eux de nous évaluer afin de remonter les plaintes, afin de nous permettre de parfaire ce que nous faisons d'habitude. Le Conseil norvégien pour les réfugiés met en œuvre des directives claires pour assurer la participation de tous. Avec l'implication effective des partenaires communautaires et des ONG partenaires dans la mise en œuvre des activités et des programmes comme AMSOD dans le cadre du mécanisme de réponse rapide RRM. Dans l'école de Farandjiré, cette organisation humanitaire a mis en place des boîtes à suggestions que les élèves et même les professeurs peuvent utiliser pour faire part de leurs inquiétudes ou de leurs suggestions. Je suis parfaitement impliquée. Quand je dis impliquée, dès qu'il y a un programme ou un projet d'éducation, immédiatement on me fait appel. On vient me chercher et on m'imprègne du projet. Et pour la mise en œuvre, on le fait ensemble. Ça, c'est inévitable. Depuis que je suis le maire chargé de l'éducation, en tout cas, je le dis, je le répète, nous travaillons en symbiose, collaboration sur les projets et programmes d'éducation. Et à chaque activité, presque où moi je suis présente, je fais des recommandations. À chaque activité, je fais des recommandations. Je fais des recommandations dans le bon sens de réussir et d'avoir des résultats, en tout cas, palpant à l'éducation. Je fais mes propres recommandations à NRC. Et j'ai l'habitude de faire une recommandation aux prochaines réunions. On était au Cap ce jour-là, ce matin-là, on était au Cap. Et j'ai répété encore la recommandation et ils m'ont fait savoir que cette recommandation-là a été prise en charge. Une fois que nous recevons un cas, c'est-à-dire une plainte ou une suggestion, nous faisons acquise et réception de la préoccupation et nous enregistrons au niveau de la base de données qui est en ligne. Et le nom d'utilisateur et le mot de passe est uniquement détenu par l'équipe MEC, c'est-à-dire l'équipe en charge du mécanisme, mais la directrice pays aussi détient le mot de passe pour suivre avec nous. Donc spécifiquement pour les boîtes à suggestions, une fois que la fréquence d'ouverture d'abord c'est hebdomadaire, au niveau des bases, il y a le chargé du mécanisme et l'area manager, autrement dit le chef de base, qui ouvre la boîte et il signe un PV d'ouverture en indiquant le nombre de cas reçus. Et le cas aussi est enregistré dans la base de données. C'est en ce moment que le référencement commence. Et le référencement se fait en fonction de la catégorie et la catégorisation aussi est liée à la sensibilité du cas. Donc pour des suggestions, des demandes d'information ou bien des demandes d'appui, ces cas sont directement référés aux responsables du programme concerné et nous avons 14 jours pour communiquer une réponse aux fournisseurs de feedback. Bon, pour les cas sensibles, notamment des cas en lien avec une violation de la politique de lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, tout ce qui est cas de violation du code de conduite de NRC ou bien une violation aussi des principes humanitaires, par exemple les détournements de fonds, les corruptions, les cas de corruption, les pots de vin, la discrimination d'un bénéficiaire soit sur la base de la race, de l'ethnie ou bien de la religion.
tous ces cas sont considérés comme des cas sensibles. Et directement, ces cas sont référés à la directrice nationale de NRC, qui peut impliquer certains staffs pour la triangulation des informations ou pour la gestion de ce cas. Mais ce qui est important à souligner à ce niveau, c'est qu'une fois qu'une personne, un staff doit être impliqué dans le traitement au niveau national, il y a une fiche qu'on appelle la fiche de déclaration de confidentialité. C'est-à-dire pour que la personne affirme qu'elle ne va pas divulguer les informations auxquelles on aura accès. Donc cette fiche est signée parce qu'il peut y avoir des mesures disciplinaires après. Donc en plus de ça, la directrice pays réfère au niveau du bureau régional où il y a effectivement une équipe qui est chargée des investigations. Ce processus parfois peut prendre 3 mois, vu la sensibilité, le temps de trianguler des informations et prendre des mesures idoines, ça peut prendre 3 mois. Ça, c'est le circuit de traitement interne. Donc, vu que nous travaillons aussi, nous partageons la même zone d'intervention que d'autres acteurs, il arrive parfois que nous recevions des cas qui sont en lien avec le comportement de ces staffs ou bien en lien avec les activités de ces organisations. Donc cela nous amène maintenant, si c'est un cas sensible, à référer conformément à nos procédures de gestion. On transfère le cas à la directrice nationale qui, à son tour, réfère à son homologue de l'organisation concernée. Et nous clôturons le cas, puisque le cas est pris en charge et géré conformément aux procédures de gestion de la dite organisation. Mais si le cas est non sensible, j'ai fait une base de données, une cartographie des acteurs du mécanisme, en tout cas dans nos zones d'intervention, et nous référons les cas aux chargés du mécanisme de ces organisations et nous clôturons le cas. Et l'organisation en charge prend le cas et puis elle gère conformément à la procédure. L'organisation offre aux populations qu'elle assiste, mais aussi à d'autres acteurs la possibilité de déposer des plaintes et de recevoir une réponse via un processus efficace et accessible. Si on a connaissance du numéro vert, parce qu'ils nous ont remis le numéro vert, mais entre-temps, comme les détenteurs même de ces cartes, parmi eux, il y a d'autres qui comprennent français, qui savent échanger au numéro vert, je leur ai fait savoir, ok, voici une occasion pour vous de rechercher votre droit. Vous appelez le numéro vert, on va vous répondre, on va vous faire un retour. Mais à ma grande surprise, apparemment, ils ne l'ont pas fait. Je leur ai fait savoir que même si tu as 0 francs dans ton téléphone sur ta piste, tu peux appeler le numéro vert. Ça, ils le savent. Voici le numéro qu'ils m'ont donné. On a des coupons de distribution qui n'ont pas été encaissés. Je ne parle pas français, donc même si j'appelle le numéro vert, je ne sais pas quoi leur dire. Nous n'avons pas les capacités pour remonter nos plaintes. Fervent défenseur des personnes contraintes de fuir, le Conseil norvégien pour les réfugiés est engagé auprès des personnes déplacées pour leurs droits et la dignité dans les communautés locales, auprès des gouvernements nationaux et sur la scène internationale. Voilà, c'était le reportage du mois sur les mécanismes de redevabilité au Conseil norvégien pour les réfugiés dans le cadre de leurs interventions. Alors, Madame Natou Gacha, quelles sont les réactions que vous suscite ce reportage? Merci beaucoup, Didier. Cet reportage, ça nous montre, c'est un exemple pourquoi on ne peut pas travailler seul. Ça montre les valeurs de travailler ensemble. Ça montre les valeurs d'écouter les populations. Ça aussi donne nous une occasion de s'améliorer parce qu'on amène une auto-réflexion. Le plus important aussi, c'est de savoir que les gens sont bien informés comment nous contacter. Et ça, c'est ça qu'on voulait voir. La transparence, c'est une des choses parce qu'il faut connaître comment on fait les choses, comment on donne l'aide auprès des populations impactées par les déplacements. Et nos assistants, comme vous l'avez vu, ça touche les personnes déplacées, mais en même temps aussi les familles d'accueil. On voulait continuer de travailler dans ce sens pour en tout cas réaliser les bonnes choses en écoutant les populations, aussi toutes les plaintes qui arrivent à notre niveau.
ça nous aide de bien canaliser et d'amener des interventions et aussi pour revenir aux populations parce que vous ne pouvez pas nous donner ces informations, on les garde à notre niveau, mais on les utilise aussi pour coordonner les réponses et on revient aux personnes qui nous contactent avec les différentes interventions. C'est ça que je peux ajouter sous cette vidéo. Et nous avons vu quelques passages où les intervenants parlaient de la barrière de langue. Est-ce que vous avez eu à améliorer de ce côté-là ou est-ce que ces interventions ont pu vous amener à améliorer le cadre de redevabilité? Très belle question et c'est en tout cas le feedback qu'on voulait recevoir à notre niveau pour s'améliorer. Je peux aussi vous donner un exemple. Pour cette question, c'est aussi, on a déjà identifié les moyens là où les personnes qui nous posent ce problème, on a identifié les staffs entre nous qui maîtrisent les langues. Parfois, on donne une descente au terrain pour avoir l'échange face à face parce qu'un échange face à face aussi, ça donne une bonne réponse. Autre chose, on a commencé cette année, c'est de customiser les différentes réponses. À ce jour, c'est en français. On est en train de traduire dans au moins à 11 langues. Ça sera un autre projet pour bien réaliser. Mais les bonnes choses, c'est à l'intérieur, on est presque 251 staff au soin de NRC Mali. Et vous pouvez imaginer dans cette groupe, il y a des différents staff qui parlent les différentes langues. On les approche pour nous aider, en tout cas pour intervenir dans ces choses. On sait que parfois il y a des plaintes qui sont tellement sensitives. On est les politiques, comment à gérer toutes ces questions tellement sensitives. Au cas où il y a des questions liées aux fraudes, c'est le moment de vous dire, tout le monde qui me suit maintenant, les services de NRC, ce n'est pas payant. Si quelqu'un vient de votre niveau en vous demandant de payer quelque chose pour être enregistré pour l'assistance, il faut les fier. Et en même temps, il faut rapporter cette information à notre niveau. Si vous voulez gagner une marché auprès de NRC, c'est le moment de vous dire, NRC ne demande pas que tu payes quelque chose pour être considéré. Au cas où on est aussi de position à notre niveau et quelqu'un demande que tu payes pour être embauché ou bien pour travailler avec NRC, c'est faux, ça ne passe pas chez nous. Et utiliser les canaux, on vient de partager avec nous pour rapporter cette information pour que nous, on les gère parce que personne ne devrait pas payer pour l'assistance. Oui, madame, quand on vous suit, on comprend tout de suite qu'il y a une grande transparence au niveau de NRC. Et vous avez choisi quelques outils qu'on a vus, les plaintes. Est-ce que vous avez déjà des résultats à ce niveau, des résultats satisfaisants par rapport à l'utilisation de ces outils? Absolument. Moi qui ai passé ici un an maintenant et trois mois, j'ai vu les résultats. Par exemple, l'année passée, quand on a fait sortir notre rapport pour 2022, on a constaté qu'il y avait presque 500 cas enregistrés à notre niveau. On a géré. Ça, c'est un bon résultat parce que ça montre les manières dont on arrive à enregistrer les choses qui tombent à notre niveau. On vient aussi de clôturer les rapports de janvier jusqu'à avril. Déjà, dans 4 mois, les rapports montrent qu'on est plus de 300 cas qui ont arrivé à notre niveau. Et moi, en tant que le chef de mission pour NRC Mali, il y a trop de questions, et même en utilisant les emails adresses, moi, j'ai géré moi-même les choses qui tombent. Ça montre que les gens sont courants, comment à nous contacter. Aussi, ça nous montre que les gens ont la confiance d'utiliser des mécanismes, de nous approcher pour intervenir. Ça, c'est un des exemples que je peux vous donner, comment, en tout cas, l'utilisation et notre réaction après d'avoir été contacté. Et est-ce que vous pouvez nous donner en chiffres quelques réalisations de votre organisation en termes de redevabilité? En chiffres, en pourcentage, comment est-ce que vous évaluez la redevabilité au sein de votre organisation? Alors, à cette question, j'avais touché un peu en parlant les chiffres de l'année passée, mais aussi de savoir que beaucoup des appels sont des appels que merci pour l'assistance. Ça, c'est important pour nous parce que ça montre que les gens apprécient ça. Il y a aussi des questions que j'ai manqué, j'étais enregistrée, mais je n'étais pas au site le moment que vous avez venu.
Mais je dois être considéré. Les choses comme ça nous comptent. Sous les 500, les plus de 500 l'année passée, c'est le moment de dire que si vous avez constaté qu'il y a un niveau de transparence, on avait presque 2% des cas qui étaient liés aux questions de presque fraude. Et ça nous donnait l'opportunité en tout cas de gérer tous ces cas parce que c'est les populations elles-mêmes, c'est très important, c'est les populations elles-mêmes qui ont nous contactés en donnant les différentes plaintes. Par exemple, il y a quelques communautés qui venaient de dire « Donne-moi 10% de votre l'argent que vous venez de recevoir ». Ça, ce n'est pas acceptable et nous, parce que ça rentre dans les aspects de protection de la population, on a pu gérer. Quand on est presque 2% sous les 500 on a reçu en tant que les plaintes liées aux fraudes, ça nous aide aussi de savoir comment mettre en place les mesures de mitigation, que ces choses ne répètent pas. Et quand c'est à l'intérieur, c'est à nous aussi de nettoyer au cas où il y a aussi des staffs qui ne respectent pas notre code de conduite, de s'assurer qu'il y a une mesure de montrer qu'on est les zéro tolérance aux ces pratiques comme ça. Vous avez parlé des mesures de mitigation. J'aimerais que vous nous parliez également de quelques mesures que vous preniez pour mitiger ces genres de cas-là. Je peux vous donner quelques exemples. Quand on amène notre équipe pour aller faire les distributions, par exemple, si c'est l'équipe de distribution qui sera comme les mécanismes de réponse rapide, on va s'assurer qu'il y a les autres staffs qui savent rien sur ce mécanisme d'aller en tant qu'observateur. Vous voyez, sans ce les staff qui ne participent pas même aux activités réelles pour distribuer, mais ils sont les yeux pour voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui n'est pas normal. Et ça nous aide en tout cas de remonter. Et aussi quand il y a des populations autour qui voient qu'il y a quelques personnes qui semblent être comme les polices, entre guillemets, ça aide aussi de mitiger les choses. À l'intérieur, on fait beaucoup de formations. Quand vous rentrez aux soins de NRC, vous allez recevoir des formations sur les anticorruption. C'est important. On fait les rappels aussi au staff. Et même tous ces outils, je vais vous partager, on utilise pour nous contacter. C'est une mesure de mitigation. On utilise pour que les gens savent si quelque chose ne va pas dans le cadre de NRC, il y aura des conséquences. Ça aussi, ça rappelle le staff d'être dans l'ordre des choses. Mais aussi, comme j'avais dit, le mécanisme, un des principaux tâches, c'est de cascader des informations. Quand les gens savent à quoi s'agir, ils vont aussi être en mesure de savoir la droit et comment rapporter. Et nous, c'est un autre exemple de s'assurer que les personnes sont informées pour savoir comment en rapporter. Et c'est un bel exemple de mitigation. Oui, pour faire tout ça, il faut un plan de stratégie, il faut une stratégie efficace sur le terrain. Comment intégrez-vous les partenaires locaux et nationaux dans votre plan de stratégie? Merci beaucoup. Globalement, on a un plan de stratégie pour Mali qui va jusqu'en 2025. Et sous le plan de redevabilité, même toutes les actions à NRC et dans les bonnes voies d'améliorer notre collaboration avec les partenaires locaux et internationaux. Par exemple, même AMSOD, on travaille avec ici, qui a monté cette belle initiative. On doit remercier en tout cas qui a monté cette belle initiative liée au redevabilité des communautés humanitaires. C'est une des choses qui montre, qui parle comment on collabore. Parfois, on monte les projets ensemble, on fait l'implémentation des projets ensemble. À ce jour-là, NRC au Mali, on est 3 partenaires nationaux, on travaille avec dans les différentes actions. Les belles nouvelles est quoi? Aujourd'hui, c'est le premier jour. Oui, j'ai utilisé cette opportunité. On va lancer une manifestation d'intérêt. On va les diffuser parce qu'on est en train d'établir une base de données, les différents acteurs locaux et nationaux, pour que ça facilite notre vie. Le moment où on voulait commencer à faire les nouveaux projets, ça sera facile pour nous pour identifier les gens dans notre base de données. Ça, c'est une des choses on est en train de, en tout cas, augmenter notre capacité à travailler avec les partenaires locaux et nationaux. Alors tout de suite, nous allons sans plus tarder vous donner le pouls de la situation humanitaire au Mali pour la période de avril 2023.
Oui, merci des deux. C'est le moment de donner à la newsletter l'information sur les événements humanitaires. Il y a eu des suivis, le programme DAFI, parlons du programme DAFI, il y a eu des suivis d'assiduité et de performance des réfugiés candidats aux examens de fin d'année, DEF et baccalauréat, suivis d'assiduité et de performance au profit des étudiants boursiers DAFI et la participation à l'Assemblée générale du club DAFI. Au niveau du renforcement de la société civile, il y a eu la formation des adolescents et des jeunes sur la production des serviettes hygiéniques réutilisables, la formation des forces de défense sur la protection de l'enfant et les violences basées sur le genre, la diffusion des messages de sensibilisation sur la protection des enfants, sensibilisation des jeunes des 3 quartiers sur la protection de l'environnement. À présent, les informations sur les activités d'OCHA. Et puis, on a la situation à Ménaka. Ménaka, à l'instar de certaines régions du Nord, est confrontée à une détérioration continue du contexte de sécurité marqué par des affrontements entre groupes armés rivaux et la criminalité est grandissante. Le rapport de l'indice de stabilité d'avril 2023, publié le 18 mai par la Direction nationale du développement social de NDS avec l'appui de l'OIM, établit qu'à Ménaka, 4 personnes sur 10 jugent la situation instable. Par ailleurs, 6 personnes sur 10 sont moins optimistes quant au changement observé dans leur communauté durant les 6 derniers mois, source OCHA. Et puis pour finir, on va finir avec les informations sur les activités de RNC. RNC qui est notre invité du mois. Dans la région de Gao, les déplacements massifs de population, surtout ceux des enfants et des femmes enceintes et allaitantes, influent sur la situation de l'insécurité alimentaire. 3,7 millions de personnes étaient affectées par l'insécurité alimentaire en 2022 selon le plan de réponse humanitaire. Pour contribuer aux moyens d'existence aux populations affectées, RNC a appuyé une association féminine à Hilno de 61 chefs de ménage à Gao dans la commune de Guidara. Un espace d'1 hectare dont disposait l'association a été aménagé en périmètre maraîcher et rendu exploitable. Selon la présidente de l'association Azarata Kontao, les activités menées dans le périmètre réduiront leur vulnérabilité face à l'insécurité alimentaire sur le long terme. Source RNC, voici pour la newsletter d'Edo. Merci à Taher pour cette newsletter du mois de mai. Alors à présent, nous allons écouter quelques témoignages recueillis auprès des bénéficiaires, de vos bénéficiaires, ceux du NRC, qui ont bien voulu nous livrer quelques témoignages. Regardons ensemble. Nous remercions NRC pour tout ce qu'ils nous ont apporté. Ils nous ont donné du petit mil, des marmites, des ustensiles et nous leur sommes très reconnaissants. Par contre, nous avons 6 coupons de distribution et parmi les 6, c'est le mien uniquement qui a été encaissé. Mais nous ignorons qu'il était possible de contacter le bureau NRC pour remonter les plaintes. Si on savait, on allait le faire et éviter que nos coupons ne soient pas encaissés. NRC est un partenaire privilégié parce qu'il est actionnaire dans l'éducation. Il nous aide beaucoup dans tous les domaines. Domaine en didactique scolaire, en catch et puis même en formation. Bon, la boîte à suggestion, son processus, c'est qu'un seul agent ne peut pas l'ouvrir. Il y a NRC qui détient une clé et puis le comité MEC et l'administration scolaire détiennent une clé. Et c'est pour une question de transparence, pour qu'au moins que les deux participent à l'ouverture de cette caisse. Alors, Madame McLean, que dites-vous de ces témoignages-là? J'étais entrée parce qu'en novembre l'année passée, j'étais à Gao et j'étais à cette école. Quand j'ai vu le monsieur parler, je disais, je me rappelle notre échange. En tout cas, cet témoignage est important pour nous parce que ça me montre que notre équipe a fait la mieux de cascader des informations, que c'est ça qu'on voulait, on voulait voir, que les populations on travaille avec, voir qu'on est près de eux
ils savent comment nous contacter et comment on restera en collaboration avec. Moi, je pense que c'est les témoignages qui parlent comment les populations apprécient d'actions, mais le plus important, c'est d'avoir des feedbacks qui vont nous améliorer dans nos actions. Et Madame McLean, on a remarqué que vous avez des résultats sur le terrain, témoignent les témoignages. Quel est votre secret au niveau de NRC? Si secret, vous avez bien sûr. Quel mot secret, c'est intéressant. Moi, je pense aussi, quand on est, c'est pas d'avoir des politiques en papier, c'est important aussi les gens au niveau des gestionnaires donnent l'exemple, parce que vous ne pouvez pas demander aux collègues de faire quelque chose et tu fais autrement. Et quand vous êtes avec l'intégrité, les gens vont vous suivre. L'autre chose aussi, les personnes ont constaté quand vous nous contactez, et surtout sur les appels, il y aura un retour. Quand vous donnez, par exemple, une plainte, parfois ça peut nous prendre beaucoup de temps parce que aussi on doit les gérer en même temps avec les autres activités. Quand il y a un délai, ça ne dit pas qu'on n'a pas un intérêt à votre plainte, mais on fait tout à notre niveau de revenir à vous. Je dois aussi expliquer, en cas où on est les plaintes, on est un département bien dédié au niveau de Dakar qui nous aide au cas où il y a aussi des investigations à mener pour revoir tous ces plaintes. Il nous aide. Ça veut dire qu'on est là aussi l'appui qui n'est pas au niveau du pays, ici au Mali, mais notre bureau régional, on a des ressources dédiées à nous accompagner pour réaliser des choses. Je pense à quand les populations vont à la fois, on revient vers un avec des retours. Ça aide en tout cas de construire un niveau de confiance et le respect, parce que sans avoir ça, je ne pense pas que les populations vont nous accepter. Alors, nous tendons vers la fin de ce deuxième numéro de la redevabilité des acteurs humanitaires au Mali. Est-ce que vous voudrez prononcer un dernier message avant? Oui, merci beaucoup. En tout cas, nous aussi, en tant que les humanités, c'est d'apprécier le rôle des médias. Les médias nous aident à diffuser beaucoup des informations et je pense en utilisant cette approche et mécanisme de diffuser auprès des populations, ça montre le rôle d'intervention des médias. La même chose, c'est de dire merci parce qu'on est ici grâce à qui? À MISOD, une ONG qui a planifié tous ces projets. Et je voulais aussi inviter les autres acteurs humanitaires pour bien accompagner ce type de projet qui nous aide à mettre en lumière aux populations au Mali comment on fait notre travail et comment ils peuvent nous appuyer parce que déjà les portes sont ouvertes pour travailler avec vous ici, mais pour rester dans le respect, on vous invite pour en tout cas les autres humanités de s'inscrire à ces projets aussi, de rester en contact avec les populations. Et je dirais encore merci pour cette opportunité et on verra si ça continuerait d'améliorer notre type de travail. Nous vous remercions également pour votre présence et d'avoir répondu à notre invitation pour cette émission. Et c'est ainsi que prend fin cette émission, ce deuxième numéro de la redevabilité des acteurs humanitaires au Mali. C'est désormais votre nouveau rendez-vous mensuel chaque mois sur Joliba TV News et toujours avec notre co-présentateur, Ataher. Merci des deux, merci à tous nos téléspectateurs. Donc rendez-vous le mois prochain, même heure et sur la même chaîne. Merci beaucoup.